Génération Champion avec Loico. Génération Champion avec le domaine skiable de Verbier, 4-Vallées. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission Génération Champion. Aujourd'hui, on parle de freestyle, c'est la saison, le freestyle évidemment, qui se pratique soit en snowboard, soit en ski. On aura l'occasion d'en parler forcément durant toute cette émission. Vous connaissez le principe de ce Génération Champion. Un champion actuel ou ancien accompagné d'un champion ou d'une championne prometteur ou prometteuse. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux jeunes garçons, genevois, qui pratiquent cette discipline. L'un à ski et l'autre en snowboard. On va tout de suite passer aux présentations sans plus attendre. Alors avec au milieu, as tout seigneur, tout honneur, on aime bien le préciser, Darius Erichian. On a beaucoup de plaisir de vous revoir, Darius, parce que vous êtes un des précurseurs, vous êtes un des pionniers de ce freestyle ici à Genève. On avait l'occasion de se rencontrer il y a à peu près une dizaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas, mais je me rappelle très bien de votre passage. Alors vous avez été, juste comme ça pour la petite histoire, deuxième au Air and Style de Munich en 2000. C'est une grosse compétition, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis également deuxième européen à Desins, ça se passait en 2001. Vous étiez accompagné de toute l'équipe, on s'en souvient aussi, Joël Stricker et puis Romain Demarquis également. Donc tous des gens qui, ma foi, ont fait évoluer cette discipline durant toutes ces nombreuses années. Alors à vos côtés, des petits champions en herbe, Matteo Bettencourt. Matteo, salut, merci d'être là, merci d'avoir gâté l'école pour venir chez nous, c'est un peu ça, c'est sympa quand même, les émissions l'après-midi. Alors, rappelez que tu as 13 ans, tu pratiques le snowboard, tu es 2 fois champion du Tour Freestyle de Romandie. On aura également l'occasion de revenir sur ses exploits. Et puis, aux côtés également de Darius, Émeric Perillard. Émeric, toi tu pratiques le ski, pas le snowboard. Tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi plutôt le ski que le snowboard. 17 ans, premier au classement du Tour Freestyle Romand, et puis également 2 titres à ton actif. Donc déjà, un beau palmarès. Et puis en face, on aurait presque pu commencer par elle, et je m'en excuse parce que c'est vrai qu'en principe, on est censé commencer avec les dames. Arlette Javet, merci d'être là, Arlette. Alors on vous a présenté un petit peu également comme l'une des pionnières de ce sport, juste peut-être la génération avant Darius. Vous avez fait beaucoup, vous étiez du reste dans des finales de Coupe du Monde, c'était dans les années 87, plus ou moins de 87 à 95. Voilà. Vous m'arrêtez si je dis trop de bêtises. C'est tout juste. Il faut pas vous gêner. Donc vous avez pratiqué le snowboard de freestyle dans ces années-là. Donc on aura l'occasion vraiment de revenir, de voir ce qui se passait déjà pendant cette période. Darius, on va peut-être planter le décor avec vous. Quand on parle de freestyle, c'est peut-être pas à confondre, parce que c'est vrai qu'on parle presque plus, au risque de vexer personne, mais de freeride, ce qui n'a absolument rien à voir. Peut-être revenir un petit peu, juste globalement, dans ce qu'est le freestyle, parce qu'il se pratique évidemment dans plusieurs disciplines, et peut-être aussi rappeler pour commencer que le freestyle est discipline olympique, suivant justement les disciplines. Il y en a 5, 6, plus ou moins, c'est ça. Voilà, alors le freestyle a fait son entrée aux Olympiades en 98 à Nagano, mais alors c'était que le halfpipe et en snowboard. Et puis maintenant... halfpipe, pardon, c'est un peu le tuyau, c'est le demi-tuyau. Voilà, ça ressemble à une rampe, c'est ce qui ressemble le plus à une rampe de skateboard, mais à des dimensions beaucoup plus grandes, parce on parle de murs qui sont jusqu'à 6,50 m, 6,80 m de haut. Donc avec une prise d'air qui serait entre 4 et 5 mètres au-dessus de ces murs. Donc je vous laisse imaginer la hauteur et je vous laisse imaginer ce que voit la personne qui est en l'air. Alors peut-être nous rappeler également le freestyle, parce que c'est là où on peut un peu mélanger. Le freestyle peut être pratiqué soit dans un snowpark, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler avec le responsable du reste du snowpark de Verbier, soit également, Darius, on est d'accord, en liberté, c'est-à-dire en mode de freeride, avec des obstacles qu'on va dire un peu naturels. Ça existe aussi. Exactement. Le freestyle, c'est devenu une discipline justement par son approche maintenant, je dirais, compétition et son approche olympique, mais à la base, c'est plutôt une sorte de vision de la pratique d'un art ou d'une glisse. Donc le freestyle, c'est d'exploiter le terrain
comme on a envie de le faire, d'utiliser ce qu'il y a devant nous, ce qu'il y a autour de nous, et puis de l'exploiter le mieux possible. Donc évidemment, ça a commencé par les sauts, la construction des sauts, et puis ça s'est développé en se rapprochant du skateboard avec le halfpipe, et puis ça se développe maintenant avec les big air ou les snowparks, qui sont donc les enchaînements de sauts. Donc on trouve donc des compétitions qui sont parfois, on dirait, de freestyle, de straight air, où c'est juste un seul saut. C'est donc les manœuvres sur un seul big air, pardon. Et puis sinon, on a le snowpark qui est un enchaînement, donc on appelle ça le slope style. Donc là, pour le sportif, faut arriver jusqu'en bas. Voilà. Donc ça demande d'enchaîner 4, 5, parfois 6 sauts avec des autres modules différents. Et même si c'est la même pratique aérienne, c'est un peu plus technique. On a parlé de disciplines olympiques, lesquelles c'est aussi un petit peu confus là, parce qu'il y a effectivement le ski cross, choses comme ça. Est-ce que pour vous le ski cross a raison d'être justement dans ces disciplines olympiques? Est-ce que ça fait réellement partie du freestyle pour vous? Non, le ski cross ni le snowboard cross pour moi sont pas des disciplines de freestyle, mais sont des disciplines sont des disciplines qu'on respecte beaucoup dans le freestyle parce que ça demande beaucoup de maîtrise de planche ou des skis, mais c'est avant tout des disciplines, je dirais, de vitesse et de contrôle de planche sur la neige, alors que le freestyle, on parle aussi beaucoup de contrôle aérien. Donc évidemment, il faut maîtriser sa planche pour arriver à la bonne vitesse et puis prendre la bonne, on va dire, prise de quart pour sauter comme il faut. Mais on passe plus de temps, je dirais, ce qui nous apporte des points en compétition, pour parler compète. On va réussir, la performance va se passer en l'air et à supposer qu'il y ait une bonne réception. Alors que le border cross, on parle de temps, on parle de lutte les uns contre les autres, donc c'est plus proche c'est une course. C'est une course. Donc c'est une course contre le temps, contre les autres, alors que le freestyle, même si on est aussi contre les autres, au final, je dirais c'est un petit peu plus individuel dans le challenge. Matteo, parle-nous un petit peu de ton sport. Alors toi, c'est le snowboard. Alors déjà, la première question peut-être, qu'est-ce qui t'a fait démarrer le snowboard? C'est cette famille, c'est ton papa, c'est venu comment? En fait, j'ai commencé par le skate à l'âge de 8 ans, je crois, et j'ai fait du ski quand j'étais petit et je voulais changer. Parce que je voyais tous ces grands faire du snow, donc j'étais un peu émerveillée, je me disais, waouh, c'est fou ce qu'ils font et tout. Donc j'ai essayé, j'ai pris goût, j'en faisais de plus en plus souvent et je me suis dit pourquoi pas faire ça et arrêter le ski, et c'est ce que j'ai fait et ça marche bien. Et puis Émeric, toi, tes débuts, comment est-ce que tu as démarré un petit peu sur le freestyle? J'ai commencé le ski à 3 ans et de fil en aiguille, je me suis de plus en plus rapproché du freestyle et détourné du slalom, et après je suis rentré dans... Ça correspond plus à ton état d'esprit, comme ça, c'est un peu fun. Mais alors, pourquoi par exemple le freestyle et pas le freeride? Parce qu'on en a parlé, même Darius. Pourquoi pas du freeride? Ça vous a déjà tenté Il y a forcément de nombreux freestylers, Michel, pratiquent aussi le freeride. Le freeride, c'est aussi, je dirais qu'on peut pas dire qu'on pratique une seule discipline. Le freeride, c'est ce qu'on fait finalement parfois pour se rendre, avant de finir dans un snowpark, on va faire une petite descente au bord de piste. Automatiquement, on est des freeriders finalement. Alors aujourd'hui, ça a pris une grande dimension parce que c'est très médiatisé, et puis on parle de descente, on parle d'extrême. C'est parfois plus proche, c'est presque de l'alpinisme. C'est ça. Donc c'est aussi une discipline, mais c'est généralement, je dirais, on le voit aussi à l'âge de ceux qui pratiquent et qui réussissent dans le circuit freeride. C'est un sport de maturité qui fait appel à l'expérience beaucoup plus, parce qu'il y a une lecture du terrain à avoir, et une confiance et une compréhension de l'élément qui vient avec les années. Arlette Javert, racontez-nous un petit peu 87-95. Ça a été un peu vos années de gloire. C'est pas évident quand on est genevoise pratiquer un sport comme ça. Concrètement, comment est-ce que vous arriviez à vous arranger? Vous, à l'époque, vous aviez forcément un travail, vous le faisiez professionnellement, d'arriver à gagner un petit peu d'argent, à sortir son épingle du jeu. Comment est-ce qu'on gérait ça? Alors, on gérait ça un peu, on va dire ça à la one again, comme on pouvait. Donc, je crois que ce qui a fait la force, au départ, c'était surtout se retrouver tout un groupe d'amis et partir à la montagne. Vous étiez plusieurs chez les filles, parce qu'on a vu que là, on a parlé un petit peu de Darius, où il y avait Joël, il y avait Romain de Marquis. Chez les filles, vous étiez aussi un petit groupe comme ça de copines, ou vous étiez un peu seul, ou ça se passait comment? J'étais beaucoup avec les garçons, puis sinon, j'avais des amis sur Neuchâtel, dont Nicole Engelrath, qui elle a vraiment fait un grand parcours par la suite, parce qu'elle a fait que ça. Mais j'étais souvent avec les garçons, puis ça allait très bien aussi. Ils prenaient soin de moi, on se débrouillait, quoi. Ça reste, Darius, ça reste quand même, on en parle souvent, mais c'est vrai que quand on est genevois et qu'on pratique des sports de neige,
comme quand on est navigateur, hein, il faut aller en mer. C'est quand même pas évident. Vous, par exemple, justement, à votre époque, hein, c'était dans les années 2000 et tout. Comment est-ce qu'on gérait ça? C'était un peu, c'était pas facile quand même d'arriver à trouver du temps. Vous étiez encore en études, hein, certainement. Comment est-ce que vous arrivez à gérer un petit peu ça? Alors c'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir Arlette à ce propos et d'avoir ici Mathieu Henrik, parce que pour nous c'était encore difficile on se fédérait nous-mêmes, comme l'a dit Arlette. On se retrouvait entre copains. Pour moi, quand j'avais l'âge de Mathéo, avec Joël et Romain, on se retrouvait à la gare routière, qui faisait les paquets, où on pouvait se faire transporter, aller là-bas, donc au bon vouloir de nos parents, qui nous donnaient de l'argent de poche pour pouvoir acheter un forfait et puis partir en voyage une journée à l'aventure. Et puis un peu plus tard, j'ai eu la chance d'avoir des personnes comme Arlette, des personnes comme Jim qui nous ont aussi soutenus, qui Jim Binden, qu'on va retrouver tout à l'heure en deuxième partie, hein, qui a beaucoup fait effectivement. Qui l'ont fait par passion, qui l'ont fait, je dirais souvent à leurs frais aussi. Et puis maintenant, voilà, aussi grâce au succès, le succès des sports freestyle, le succès du snowboard et maintenant le succès vraiment explosant du ski, on arrive mieux à se fédérer, on a des clubs, et puis là on a l'occasion par le biais de l'association GSS de s'occuper et puis d'encadrer des jeunes talents, et puis de leur permettre aussi d'avoir accès à la montagne plus facilement. On va parler tout à l'heure effectivement de cette association, hein, en compagnie du coprésident évidemment Christophe Barman. Les garçons Mathéo et Émeric, vous aujourd'hui pour aller skier concrètement, parce qu'on a dit, hein, c'est pas forcément simple, hein, on n'habite pas Verbier ni Zermatt, ça se passe comment? C'est les parents un peu qui font le taxi, c'est ça? Non, mélange, ou bien on a la chance d'avoir Darius et les anciens qui sont devenus chauffeurs entre exactement, qui n'ont pas la mémoire courte et qui se rappellent c'est difficile d'arriver à réussir. En termes d'école, parce qu'on a parlé juste comme ça d'études, hein, c'est une émission dans laquelle on aime bien parler un petit peu du suivi, des possibilités. Mathéo, en termes d'école, est-ce que tu as des facilités? Tu es en sport-études, hein, exactement. C'est ça? Oui, à Budé. Et là, ça se passe comment? Quelles sont les libertés qu'on t'octroie? C'est des libertés uniquement en hiver, en été? En fait, c'est un cursus condensé. Donc, à la place des élèves normaux qui ont l'école le mercredi au cycle, bien sûr, et qui commencent généralement à 8h et qui finissent à 4h, il y a tout qui est condensé pour moi et pour les gens de ma classe. Il y a tout qui est condensé et il n'y a pas d'école le mercredi. Donc en tout, il y a un gain de 4 heures, je crois. Et c'est avantageux pour pouvoir aller faire du snowboard le mercredi. Et surtout, ils nous donnent moins de devoirs ou des choses comme ça. Par contre, ça va beaucoup plus vite en classe. Ça, c'est une bonne avancée, Darius. Hein. Ça fait un peu. C'était pas le cas dans les années 2000. Là, il fallait se batailler un peu autrement. Vous arriviez à gérer ça comment? Il fallait gâter. Justement. Voilà. Non, mais c'est bien. Vous deviez gâter un maximum d'heures. C'était un peu ça le truc pour aller skier. C'était proche de ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me souviens être arrivé avoir demandé. Éventuellement de pouvoir approcher un statut relativement spécial à l'époque où j'étais au collège à Genève, et la question a été mais vous faites quoi comme sport, du tennis ou du golf? Ouais. Du snowboard. Du snowboard. C'est quoi ça? Non, mais je vous demande pas quel hobby vous faites, quel sport faites-vous? Je fais du snowboard. Non, mais pas rentré encore dans la mentalité, c'était pas rentré vraiment dans l'esprit, c'était pas encore un vrai sport professionnel, c'est ça? Voilà. Donc il fallait à l'époque moi j'avais cours les samedis matins, donc les compétitions, il fallait que je tombe malade. Oui, souvent malade du reste. Il m'arrivait de tomber malade souvent le vendredi soir. C'est bête. Et de revenir par miracle avec une trace de bronzage un petit peu spéciale. Arlette, vous étiez souvent malade aussi le samedi matin, ça vous rappelle, c'était aussi un peu la même chose pour vous, pour arriver à trouver un peu des moments d'entraînement. Moi, j'ai pas mal galéré aussi du fait, parce qu'avant, j'ai déjà un autre sport à haut niveau qui était le canoë. Donc, directement, j'ai enchaîné avec le snowboard, j'ai arrêté, il fallait faire des choix. Et c'était pas facile parce que j'ai jamais été très scolaire déjà à la base, et j'avais des parents qui me freinaient. Mais à la limite, d'un côté, avec mon caractère, plus ils me freinaient, plus ça me donnait envie. Donc Pourquoi vos parents vous freinaient? C'était des études? Ils voulaient que je parte dans les études et tout ça. Mais maintenant, avec du recul, ça me dérange pas, parce que ça m'a quand même ouvert un beau parcours professionnel, et puis je regrette pas. Et Arlette, quelques années après, quels sont vos rapports avec le freestyle? Parce que le freestyle, peut-être contrairement à des sports, c'est vrai, comme le tennis ou le golf, qu'on peut pratiquer
peut-être plus longtemps, est-ce que on a toujours pardon pour l'expression, envie de s'envoyer en l'air au fil du temps? C'est peut-être moins simple, non? Ou vous pratiquez toujours le freestyle? Oui, je me suis un petit peu calmée, mais je suis toujours une hyperactive de plein de sports différents. Donc le freestyle de 7 à 77 ans, quoi, c'est ça, Darius, ou quoi? Oui, après c'est une question d'ouverture d'esprit. C'est clair qu'on va moins faire des gros sauts et le corps il tient beaucoup moins, et avec la vie professionnelle qui est assez lourde, on aime moins faire des exercices toute la semaine. Mais ça, pas de souci. L'entraînement d'un freestyler, par exemple, les garçons, comment est-ce qu'on fait que du freestyle? Parce que là, il y a quand même un côté gymnastique, enfin, il y a quand même un côté... on s'entraîne sur le trampoline, ou c'est ça? Racontez-nous, Mathéo, ça se passe comment, ça, cet entraînement? Déjà, il y a un suivi physique, et donc on fait de la condition physique, tout ce qui est pompe et tout ça, bien sûr, comme la majeure partie des sports le font pour rester en forme. Mais ça se fait hiver-été, par exemple? C'est un travail sur les... En hiver, c'est plus relâché parce que, par exemple, normalement en été, il y a le mercredi aussi, un entraînement, le soir. Et là, il est clôturé parce qu'on va snowboarder, donc après on est fatigué. C'est ça. Et sinon, il y a du trampoline pour un peu se situer dans l'espace et tout. Ça c'était la même chose pour vous déjà à l'époque, Darius? On travaillait la même chose, du trampoline, c'était un peu le même genre, où là aussi, on peut comparer un peu les périodes, il y a forcément une évolution. C'est le même type d'entraînement? C'était le même type d'entraînement, oui. Ça se faisait plus au système D à l'époque, évidemment, parce que c'était pas forcément aussi facile d'avoir accès à des salles. Donc, bon, là, je peux parler que pour mon cas, mais moi, j'ai aussi fait de la gymnastique en club, donc ça m'a permis de gagner ce confort en l'air et de pouvoir me repérer en l'air. Donc, généralement, un freestyler, enfin, dites-moi si je me trompe, Aymeric, tu me diras, mais il va chercher tous les moyens de projeter sa pratique dans n'importe quelle autre activité. Donc, mettez un freestyler à la piscine, vous allez le trouver sur un plongeoir ou en train d'essayer de faire quelque chose. Amenez-le sur un trampoline, évidemment, il va être au paradis. Donc, c'est pour ça que je disais que le freestyle, c'est un style de vie, parce que c'est une approche des choses. Comment on peut exploiter ce qu'on a et en faire, je pense que c'est une envie de s'envoyer en l'air, on peut le dire comme ça, et c'est une envie quelque part de profiter et d'exploiter un peu autrement, d'avoir une autre vision, peut-être de penser son corps dans l'espace, je dirais out of the box un peu, et puis d'exploiter l'espace. Aymeric, justement, tu fais partie, tu suis ce que ça te parle, ce que Darius dit à la piscine. Tu fais partie de ceux qui vont aussi sur le plongeon et qui aiment sauter. C'est un besoin en fait de... Exactement, même plus qu'à la piscine, partout, quand on peut faire. On fait des fois un peu de parcours en été, on fait bien sûr de la piscine, aussi du roller. Mathéo fait beaucoup de skate. Donc c'est toute cette approche d'essayer de retrouver ces sensations de glisse ou d'autres sensations qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. Arlette, en termes d'entraînement, à votre époque, vous voyez, vous, cette évolution, c'est intéressant, peut-être depuis justement des années 87 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous surprend, j'allais dire, qu'est-ce qui vous choque, c'est peut-être pas le mot, mais les différences fondamentales, l'évolution, tout simplement, du sport. Aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes comme ça, vous en voyez certainement de temps en temps à l'entraînement ou en compétition. Qu'est-ce qui a beaucoup changé dans votre sport? Pas mal de choses, quoi. Au niveau, par exemple, des figures, tout simplement, oui, on fait beaucoup plus. Ça a évolué, ça, il n'y a pas de souci. Dans quel sens? Plus haut, plus de possibilités. Plus de possibilités, plus haut, plus de discipline, plus d'ouverture aussi, parce que nous, on était peut-être fermés, un peu plus fermés sur nos trucs, quoi. À l'époque, en freestyle, on avait des compétitions de boss. Ça, c'est chose qui n'existe plus. Les halfpipes étaient tout petits. Donc on arrivait même à des courses, et comme j'expliquais à Darius avant, on arrivait à des courses, notamment en Espagne, où on devait prendre les pelles et carrément avant la compétition faire finir l'infrastructure. Là maintenant vous arrivez, vous êtes royal, hein. Ils sont gâtés. Ils sont gâtés. On avait quand même un petit avantage, c'était que l'été on traînait beaucoup sur les glaciers, dont Diableret, dont à l'Axe, dont à Zermatt, ça se fait. Et il y avait beaucoup, je pense, plus d'infrastructures dans le passé que maintenant. Du fait que la neige disparaît gentiment, quoi. Est-ce que je suis juste? Je sais pas. C'est ça? Ouais. Vous avez cette ça impression? dépend. Je sais pas si l'été vous avez l'occasion d'aller en montagne, mais nous on y était tout le temps. Hein. On passait facile en mois et demi l'été. L'automne, on y est passé 2-3 semaines. En Italie, là, Passo Stelvio.
C'est vrai qu'il y avait peut-être plus de stations qui voyaient un intérêt et puis qui préparaient leur glacier pour accueillir le freestyle. C'est vrai que c'est aussi beaucoup là que le snowboard freestyle s'est fait. Je dirais c'est sur les glaciers parce que par région, il y en avait peu, donc c'est là qu'on se retrouvait, c'est là qu'on voyait les champions passer, quoi. Moi, j'ai vu les générations, j'ai vu mes héros passer sur les glaciers, et c'est aussi ce qui m'a permis de me dire, ok, ça je peux le faire, et de le voir, d'observer. Donc ça, c'est vrai que c'était un grand aide. Et ça crée un esprit de famille qui était juste incroyable. Ouais. On se retrouvait avec des gens de Zurich, on se retrouvait avec des gens qu'on voyait pratiquement tous les 2 week-ends ou tous les week-ends. Donc c'était juste magnifique. C'était une ouverture d'esprit qui était incroyable. Darius, on a parlé tout à l'heure discipline olympique. On a fait un petit peu la différence avec ce qui était olympique et ce qui n'était pas. En fait, le freestyle aujourd'hui, c'est le pratiquer donc soit en compétition, soit d'une manière, on va dire, libre, plutôt sous forme de photos ou de vidéos, etc. C'est un peu deux approches qui sont complètement différentes. Vous, par exemple, à l'époque, Darius, vous avez fait plutôt quoi? Des photos de la compétition. Quel était votre centre d'intérêt? À vrai dire, j'ai fait un peu les deux. Ça reste quand même la même pratique, mais il y a une autre approche. Quand on fait de la vidéo ou de la photo, il arrive qu'on passe une saison à beaucoup voyager, à mettre beaucoup d'efforts, vraiment beaucoup d'énergie pour construire une bosse. Comme on voit sur les vidéos, c'est 5, 6, des fois 8 heures de travail. Donc des fois, c'est une journée entière juste à l'appel. Et le résultat de la production de films ou d'images, on l'a généralement l'année d'après. Donc on n'a pas forcément de retombées directes. C'est difficile, il faut quand même garder le cap et se dire ok, ça va le faire. C'est vraiment un investissement long terme. La compète, à la fin de la journée ou à la fin du week-end, on sait ce qu'il en est, puis on peut se refocaliser sur la prochaine. Les garçons, Matteo, vous, qu'est-ce qui vous tente? Allez, on peut dire peut-être plus tard, c'est l'aspect justement photo, vidéo, c'est l'aspect compétition. Quelle est la suite pour vous? Un peu de tout. C'est bien de faire un peu de tout pour évoluer. Par exemple, comme l'a dit Darius avant, faire des sauts dans la poudreuse qui mettent longtemps à être construits, ou faire du snowpark, donc des compétitions. Mais vous devez encore construire vos rampes. Non, ça c'est fini. Tout est fait, c'est sympa, c'est cool. Dans les snowparks, en tout cas pas. Ça fait rêver, il y a tout qui est en place. Ouais. Aymeric, toi, tu te destines plutôt à quoi? La compétition, la photo? En fait, je préférerais vivre de la vidéo et de la photo, mais maintenant, on est quasiment obligé de faire de la compétition pour se faire reconnaître. Pour avoir quelques sponsors ou des infrastructures. 2-3 titres comme ça, voilà, sur sa carte de visite, c'est pas mal. Arlette, vous avez pratiqué quoi? La compétition, la photo, ça existait, enfin bon, la photo existait déjà, mais est-ce que la pratique comme plus tard de vidéos pour des magazines, etc., ça commençait, mais on devait un peu démarcher nous-mêmes un peu les magazines, ou alors avoir un photographe autour. Et la dernière année, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu faire pas mal de beaux voyages. On est parti en Inde, on est monté sur une montagne de 7000 et quelques. Après, j'ai pu aller faire aussi une petite vidéo en Norvège, j'étais en Grèce, donc il fallait tout monter de A à Z. Donc c'était pas mal de travail, mais c'était un bon apprentissage de la vie. Aujourd'hui, vous avez quelle activité? Parce qu'on aime bien parler de temps en temps de reconversion dans cette émission. Vous faites quoi? On a vu que vous faisiez toujours du freestyle à vos heures perdues, et puis autrement... Étonnamment, j'ai jamais quitté le milieu. Je me suis occupé d'une marque dans le milieu pendant 12 ans pour la Suisse. Et là, maintenant, depuis 5 ans, j'ai un site internet qui vend des articles qui ont un trait au snowboard et un peu moins le ski. Et l'été, j'ai une école de stand-up paddle. Est-ce que vous savez ce que c'est? Allez-y, c'est sur l'eau, ça. Ouais, c'est sur l'eau, et on est avec une rame et on descend. On est debout sur une planche, c'est ça, hein? Juste, et puis j'emmène pas mal des entreprises, des groupes, je m'occupe pas mal d'enfants, donc finalement... Pas moyen de décrocher. Pas moyen de décrocher. Voilà. On a pris rendez-vous pour cet été d'ailleurs. Voilà, Arlette, on va venir lui rendre visite avec tout le club. C'est un sport, vous avez de la chance, dans lequel, Darius, on peut voyager. Ça vous a permis un peu de faire, de nouveau, un peu comme le freeride. C'est vrai que là, ça permet un peu d'aller faire le tour de la planète, parce qu'il y a plein d'endroits à découvrir intéressants. Vous avez eu l'occasion aussi de bouger un peu et de voir du paysage. Moi, j'ai pu faire plusieurs fois le tour du monde, pratiquement. Donc, j'ai été, à part l'Afrique ou l'Afrique du Nord, que j'ai pas visité pour le snowboard, mais ça aurait été possible. Hein. Sinon, j'étais en Australie, j'étais en Asie, au Japon, les États-Unis plusieurs fois, évidemment. Donc, soit pour la compétition, soit pour filmer les images, parce que quand on fait que ça, il faut quand même trouver la neige.
Et elle n'est pas partout au même moment, donc on la cherche, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous parce qu'on va faire juste une petite pause de publicité et on se retrouve juste après. Génération Champion avec Loico. Génération Champion avec le domaine skiable de Verbier, 4-Vallées. À la lumière, votre visage respire la tristesse. Pas d'amoureux à la maison. Pas de gosse. Moi, je vous propose le double happiness. J'ai fini mon service. Rassure-moi, t'es pas une pute. Pas besoin de fric. Si c'est du trash que tu veux, je peux t'en donner autant que tu veux. J'aime donner et recevoir. C'est ça le boomerang. Alors il y a 3 ans, t'étais déjà chauffeur de taxi. T'es quoi? Tu peux aller parier pour moi? Tiens, tu peux tout miser sur celui-là. C'est mon jour de chance. J'ai appelé Vincent. Vous êtes vraiment sa nouvelle copine? Je le deviendrai. Quand il aura retrouvé le meurtrier. C'est quoi ici? Un zoo? Tu m'as attendu. C'est magnifique de faire ça. Génération Champion avec Loico. Génération Champion avec le domaine skiable de Verbier, 4-Vallées. Voilà, retour dans cette émission Génération Champion dans laquelle eh bien on parle de freestyle, de snowboard et également de ski avec nous. Eh bien comme d'habitude plusieurs invités qui étaient avec nous en première partie. On profite de les représenter. Darius Erichian, à ses côtés Matteo Bettencourt et puis également Émeric Périllard. Et puis nous a rejoint sur le plateau eh bien d'autres invités. Jim Svinden, merci d'être avec nous Jim. Jim, eh bien c'est Pulp 68 avec évidemment comme particularité Jim d'être dans le milieu du freestyle. Là aussi on se connaît depuis un bon petit moment, depuis en tout cas des dizaines d'années. On peut aussi dire que vous êtes un pionnier, vous avez aidé tous ces jeunes sportifs, à commencer par Darius qui est ici. Vous avez fait beaucoup en tout cas dans notre région pour cette discipline. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. Et puis à vos côtés Jim Bertrand Tourmeau qui est responsable du Verbier Snowpark. Donc là c'est évidemment toute l'installation qui permet la pratique de ce freestyle. Et puis également avec nous Christophe Barmont, coprésident de Snowsport, qui est une toute nouvelle en fait association. C'est une fusion de 2 clubs principaux. Là aussi on va voir un petit peu dans le cadre de votre association ce que vous faites pour tous ces jeunes freestylers. On va profiter peut-être de commencer avec vous, Jim. Vous avez toujours des propos assez tranchés, c'est du reste ce qu'on aime. Votre vision aujourd'hui, Jim, du freestyle, parce qu'on aime bien dans cette émission Génération Champion faire des retours un petit peu en arrière par rapport à aujourd'hui. Alors vous, le freestyle que vous avez connu dans les années 2000 par rapport à maintenant, quel regard? Le regard, on parle d'années ou on parle de génération, c'est 2 mondes complètement différents. Je pense qu'avec Darius, on a fait partie d'une génération qui était très novatrice parce qu'en fait, on arrivait dans un sport où rien n'avait été écrit à l'avance. Donc nous, à notre modeste mesure, on était là pour essayer et puis pour inventer et puis pour essayer de faire savoir qu'on savait faire des choses par rapport aux générations d'aujourd'hui qui, eux, s'inspirent.
suis pas en train de dire qu'ils n'inventent rien, mais ils font qu'améliorer des choses qui ont déjà été écrites, alors que nous, on fait partie d'une génération où ces choses-là, on les écrivait. Enfin, surtout eux, parce que moi, j'étais vraiment là pour les aider et pour les... Et qu'est-ce qui vous a mis dans ce milieu, Jim? Parce que c'est vrai que vous êtes bien impliqué. On avait fait à l'époque des émissions, justement, en compagnie de Darius, de Joël Stricker, etc., de Romain Demarquis. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes motivé pour ce sport? Parce que vous êtes aussi bien impliqué dans le skateboard. Je veux dire, ce qui n'a rien à voir, oui, complètement, parce que c'est quand même en fait, à l'époque, c'était très lié quand même. Hein. Le skate et le snowboard, c'était pas dans tous les pays. Il y a des pays qui voulaient pas mélanger les deux disciplines, mais chez nous, c'était vraiment, voilà, les Romans et les Genevois et les gens des villes étaient skateboarders l'été, snowboarders l'hiver. C'était vraiment des gens qui mélangeaient tout, quoi. Et c'était vraiment moi ce qui m'a amené là-dedans, c'était la passion de trouver justement quelque chose à découvrir et à créer. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu différent parce que les donnes ont été énormément changées, mais mon papa m'a amené sur les pistes quand j'étais très jeune, j'ai fait du ski, puis franchement, voilà, un jour j'ai plus voulu faire le même sport que mon papa. Le truc pour se démarquer un peu, c'était le monoski, mais franchement, c'était pas très alléchant en termes de mode, en termes de lifestyle, en termes d'esprit. Ouais, c'était cool aussi, mais voilà, c'était pas franchement, voilà. Sur les skiades noirs, je me rappelle bien. J'avais pas pratiqué, mais je me rappelle très bien. Mais c'était pas très sexy. Puis franchement, le snowboard est arrivé quand même un peu, il balbutiait dans nos régions de gens qui en avaient ramené un peu à droite à gauche. Il y avait 2 ou 3 trucs qui se créaient. Et puis franchement, c'était cool. On se disait, waouh, on a un énorme panel qui s'ouvre à nous de choses qu'on va pouvoir expérimenter. Darius, vous regardez avec beaucoup d'attention et d'amitié. Jim, c'est quelqu'un qui a été important dans votre carrière, dans la carrière, on l'a dit tout à l'heure en première partie, il a beaucoup fait, Jim. J'allais dire l'air de rien, il n'a pas du tout l'air de rien, mais c'est un peu ça. Hein. Oui, il a beaucoup fait, ne serait-ce que par la présence du shop aussi, qui a été nous l'endroit pour la scène à l'époque un peu genevoise où on se retrouvait, on se fédérait, on se donnait des idées, on se challengeait avec des figures à tester le week-end. Et puis on se retrouvait pour partir là-bas, quoi. Et puis je souriais aussi beaucoup parce que il faisait l'amalgame entre le skate et le snowboard à l'époque. Moi, ma première journée de snowboard, c'était sur un skate retourné avec des footstraps dans un jardin. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au snowboard parce qu'ils faisaient du skate et puis qui se sont dit mais c'est quand même le moyen de faire la même chose, enfin de pouvoir quand même skater l'hiver et puis de pouvoir le faire peut-être en allant plus vite, plus loin, plus haut, puis d'essayer des nouvelles figures et en étant relativement proche. Donc ces gens qui aimaient bien avancer de travers, ils ont trouvé vraiment l'objet pour le faire aussi à l'hiver. On parle de nouvelles figures. Comment est-ce j'ai un peu tendance à comparer votre sport, le freestyle, la moto freestyle, des Matrobo et des gens comme ça qui, ma foi, essayent d'inventer continuellement. Eux, c'est dans un tapis de mousse, enfin, etc. Bon, vous, c'est dans du trampoline. Comment est-ce que on sort des nouvelles figures? Ça se gère comment? Jim a l'air de dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées là depuis finalement les années 2000. Enfin, vous êtes d'accord avec ce que dit Jim? Il y a une évolution, on fait quand même beaucoup plus de trucs aujourd'hui. Il y a quand même une grosse évolution, mais je rejoins l'idée de Jim où il disait que c'est vrai qu'à l'époque tout était nouveau. Donc on écrivait, on essayait, c'était vraiment une expérience. Et puis aujourd'hui, on fait ce qu'on a commencé à écrire à l'époque ou ce qui a été écrit aussi avant moi. Moi, je suis la 2e, 3e génération. Mais on le fait au superlatif. Donc on va faire plus de rotation, on va aller plus haut, plus loin. On a aussi des infrastructures qui le permettent parce qu'à une époque, nous, si on voulait faire un saut suffisamment grand pour tourner 3 tours, il fallait aller plus loin que la réception. C'est ça, c'est un peu ça. À supposer qu'il y a déjà une réception. Déjà. Jim, votre implication aujourd'hui, elle est toujours la même. On a un peu l'impression, est-ce qu'il y a des nouveaux Joël Stricker dans la région, des Romain Demarquis, ou c'était une génération alors on espère qu'il y aura évidemment Matteo et Emeric, mais vous avez la sensation? Après, pour être franc envers les gens qui sont autour de cette table, c'est vrai que voilà, j'ai un peu perdu le feu sacré aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le snowboard actuel ou le ski freestyle me plaît plus autant qu'à l'époque. Il est très issu de milieux très gymnastes. Et puis moi, je suis un adorateur du purisme. Donc voilà, moi je préfère voir des vieux tricks longs que des tricks toupies où on tourne dans tous les sens. Et quand on regarde des compétitions, la dernière grosse compétition qu'il y a eu, c'est l'Air Style à Pékin.
moi je regarde ça devant ma télé et je sais même pas quel nom donner aux figures tellement on tourne dans tous les sens et on essaye tous et on se jette dans tous les sens en attrapant sa board comme on peut pour essayer de tourner le plus longtemps possible. C'est pas ça qui m'a fait aimer ce sport. Alors dans votre esprit assez tranché mais qu'on apprécie, hein, c'est pour ça que vous êtes là, Jim, vous m'avez dit hors antenne que pour vous le ski freestyle, ça va pas forcément faire plaisir à Aymeric. C'était pas pour vous, c'est pas du freestyle. Il y a que le snowboard. C'est pas exactement ça. J'ai juste dit, moi je défendrais toujours le snowboard par rapport au ski, parce qu'on vient aussi d'une génération, nous les anciens, où on nous a cantonnés à aller dans des endroits qui étaient spécifiques pour nous. Il y a un moment donné, on nous a dit, non, les pistes, vous les abîmez, vous barrez de là, on vous veut pas. Les 3/4 des stations nous voulaient pas, et nous disaient, vous allez faire du border cross, vous allez faire du pipe, vous allez faire du parc, mais sur les pistes, on vous veut pas. Donc moi j'ai fait partie de cette génération, on était rejetés de partout. Et puis avec le temps, tout d'un coup le ski s'est réapproprié ce qu'on avait créé pour nous. Donc moi, comme je suis un vieux militant avec la tête dure, forcément je défendrai toujours le border cross en snowboard parce qu'il a été inventé pour ça, et le pipe en snowboard parce qu'il a été inventé pour ça. C'est des histoires de marketing qui ont fait qu'aujourd'hui des sponsors ramènent beaucoup de gens là-dedans. Bertrand Tourmeau, vous êtes le responsable, on l'a dit, hein, du snowpark de Verbier. Alors avant toute chose, c'était assez sympa aussi quand on s'est eu au téléphone et que je vous ai dit que Darius était là. Vous m'avez dit, mais Darius, c'était mon idole dans les années, etc. Ouais, vous confirmez, elle est là, votre idole. C'était une de mes idoles, c'est-à-dire que je les admirais sur les magazines à l'époque. Et puis après j'ai eu la chance de le rencontrer 1 ou 2 fois parce que... Qu'est-ce qui vous plaisait chez Darius? Sa casquette? Non, son fun, son prénom, son prénom, tout, l'ensemble. Voilà, ça sort de l'ordinaire. Et puis il y avait pas que Darius, il y avait Jonas Emery à l'époque aussi. Jonas Emery, Valaisan. Très copain avec lui maintenant. Et voilà, puis je rejoins assez l'idée de Jim aussi. Moi je suis un vieux... un peu avec des idées comme ça. Mais ancien freestyler quand même. Hein. Tout à fait, puis je pratique toujours un peu, mais de moins en moins, parce que de plus en plus, je prends de l'âge et puis... Je prie par le travail. Tout à fait, par le travail. Jeune papa aussi, puis on voit les choses autrement, donc on va moins aller faire des toupies ou autres comme ça, voilà. Comment ça se gère un snowpark à Verbier? Comment est-ce que ça s'entretient? C'est jour et nuit, hein, c'est ça, voilà, c'est un gros boulot. La casquette du responsable et puis la casquette aussi du rat-tracker, mais donc on dit dameur, on dit rat-track parce que c'est une marque, et puis en Valais on dit rat-tracker, enfin voilà. Mais donc je suis dameur constructeur, on va dire, même le mot qu'on connaît depuis tout le temps, on va dire shaper, c'est un mot anglais, anglicisé, mais donc c'est façonneur, on va dire, de sauts et autres. Donc vous construisez les obstacles. Voilà, donc à la base, je prépare le terrain qui m'est donné pour pouvoir construire après les sauts, les modules, on va appeler ça comme ça, sur l'espace qui m'est donné, en essayant de faire au mieux, d'enchaîner, de faire des lignes, comme on dit, de modules, pour pouvoir enchaîner avec plusieurs niveaux. En termes d'intérêt pour une station comme Verbier, par exemple, comment est-ce que le freestyle est pratiqué? Il y a un taux d'occupation qui est comment? C'est quelque chose qui a du succès? C'est en général les gens de la station? C'est des gens, des étrangers? C'est quel type de freestyler qui vient chez vous? On va reprendre les choses à la base aussi, comme je discutais avec Jim en antenne. À l'époque, Verbier, il y a 15-20 ans en arrière, c'était un des premiers camps d'été sur le glacier du Montfort. Donc on avait les premiers pipes, dites-moi si je me trompe, premiers pipes, première barre de fer, des idoles aussi qui étaient américains et tout ça, qui venaient sur ce snowpark à l'époque. Et puis pendant quelques années il n'y a plus rien eu, et moi j'avais ce souvenir de ça, donc quand j'ai débarqué à Verbier, et puis il y avait déjà un snowpark un peu plus bas qui n'était plus sur le glacier. Et puis si vous voulez, Verbier, c'est plus une station avec de fortes pentes, donc une station typée vraiment freeride. C'est vrai que ces montagnes sont incroyables, sont souvent très enneigées, très pentues, donc c'est le berceau du freeride. Mais il y a quand même eu du freestyle avant, il y a eu un arrêt à un moment donné, puis on essaye de se battre pour refaire venir tout ça. Enfin, il était déjà là avec le Ney Park, je me souviens aussi, avant que j'arrive, c'était le Ney Park qui s'appelait, et où des gens comme moi assez motivés qui essayent de faire perdurer donc le freestyle pour pouvoir pratiquer ce que l'on faisait hors piste ou sur des pistes mis de côté un peu, quoi. Et puis maintenant c'est un peu mieux rentré dans les mœurs, et petit à petit on arrive à faire comprendre aux personnes qui nous permettent de fabriquer tout ça que c'est à la demande du client, des gens, des jeunes, et voilà, on essaie de se tenir au courant et de fabriquer, de construire au mieux et d'entretenir surtout
ces choses-là tout au long de saison. Donc, et ça, c'est jour et nuit. Vous m'avez dit que vous voilà, alors moi, voilà, c'est ça. À 3 heures du matin, un peu de pression spéciale parce que boulot, voilà, c'est un truc énorme. Hein. Je vais préparer mon terrain en début de saison avec mes chers collègues qui me produisent de la neige, comme cette année, parce que cette année, la neige elle se fait bien plus rare que l'année. Se fait désirer. Voilà, se fait désirer, on va dire ça comme ça. Donc, on a fait beaucoup de travail de production de neige. Et puis donc faut placer sa neige partout dans les trous, dans le terrain qui est donné, qui est pas forcément approprié pour ce genre de choses. Et puis de partir de là, on pose de la neige, on construit. Et puis après on a une équipe la journée qui vient que je gère, qui vient fignoler un peu les gros tas que je fais la nuit pour pouvoir ouvrir dans la continuité et offrir des modules pour tout niveau. Important aussi, hein, c'est bien sûr la sécurité. Est-ce qu'on rentre, pour les gens qui nous regardent, hein, on rentre dans un snowpark comme on rentre dans un moulin, enfin j'allais dire, ça se passe comment? C'est ce qui se passe malheureusement, mais moi c'est parce que c'est totalement, ça peut être très dangereux, donc c'est pour ça qu'à chaque entrée de snowpark, nous mettons de la signalétique à disposition, qui n'est pratiquement jamais lue, malheureusement. Mais voilà, on a dit 10 règles comme les règles FIS qui permettent de se dire, voilà, il faut faire ça, ça et ça avant de pratiquer, de regarder. Mais la plupart des gens, ils sont là avec leur appareil photo, leur téléphone, ils veulent absolument avoir la vidéo, ils veulent être plus forts que l'autre et puis ils lisent pas forcément les règles de sécurité. Pas beaucoup de respect, un peu comme les pas forcément, riders, franchement. Non, voilà, tout à fait. Voilà. Je parle chez Monsieur Tout le Monde. Après, quand on pratique plus, c'est clair qu'on va se respecter, on va se donner l'élan, puis on va les repérer, c'est normal. Voilà. On parle de sécurité, ça m'amène peut-être à parler un petit peu blessure, hein, côté médical, parce qu'évidemment qu'on peut imaginer qu'on se prend de temps en temps 2-3 bons pains, hein, si je peux me permettre. Hein, donc là, je pense que ça doit pas être triste. Hein. Darius, vous êtes genre fracassé quand vous levez le matin, ou bien ça va J'ai eu ma petite dose de visite chez le médecin, effectivement. Ouais. On se fait mal. On se fait mal. En freestyle, c'est. En freestyle, on peut se faire un peu mal. On peut se faire mal un peu partout. Les genoux, les chevilles, les poignets, le dos. Ça doit pas être. Oui, ça doit pas être. Il y en a pour tous les membres du corps. Matteo, Emeric, ça va. Vous n'êtes pas encore trop ébriqué. J'allais dire émeriqué, mais non, ébriqué. Ça va. Heureusement pas encore. Mais... Ça, on n'est pas pressé. Ouais, faut toucher du bois. Oui, moi je voudrais juste rebondir sur quelque chose qu'il a dit, parce qu'il a évoqué les camps Mountain High, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on parle, parce que cette génération de la mienne et de Darius et de plein d'autres et d'Arlette qui étaient là avant, en fait, notre amour du snowboard, il est aussi né parce qu'on était très proche de nos idoles. C'est-à-dire que voilà, pendant toute la saison, on lisait des magazines, on regardait des vidéos, et puis l'été, on allait à Verbier sur les camps Mountain High, et ces gens-là, ils étaient à côté de nous, et on pouvait rider avec eux, on pouvait aller boire des bières le soir avec eux, on pouvait faire des choses ensemble. Et je pense que notre génération à nous, elle a eu cet énorme élan de passion où on était prêt à tout donner pour ce sport, parce qu'on était très proche de nos idoles. Aujourd'hui, moi, Arlette et Nicole, qui sont nos deux héroïnes, c'est des gens qui m'ont énormément inspiré. J'aurais pas rencontré ces deux filles dans mon parcours, je pense que je me serais pas autant impliqué dans ce milieu. Les deux jeunes, Matteo, Emeric, vous avez des posters. D'abord, qui sont vos idoles? C'est Darius aussi, il faut peut-être pas trop en jeter, parce que c'est déjà l'idole de Bertrand. C'est aussi une idole pour vous, Darius. Vous avez quel rapport avec lui? Quels sont vos idoles, les garçons? Allez-y. Darius, c'est notre chauffeur. Hein. On en a besoin, alors on l'aime bien. C'est surtout un chauffeur, Darius. Ouais, c'est sympa. C'est un mentor. Ça fait plaisir. Vous n'avez pas un poster de Darius dans la chambre? Ça existe plus. Darius, ils se sont biodégradés. Ils se sont biodégradés. Vous, votre idole, quand vous pratiquez, enfin, ou vos idoles, vous en aviez, vous étiez inspiré par qui? Parce qu'on a toujours une source d'inspiration de quelqu'un. C'était qui? C'était le Norvégien Terje Hakonson, qui était vraiment... je dirais, avant lui, il y a eu évidemment Craig Kelly, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus, nous a quittés. Il y a eu de nombreux noms américains. Il y a eu pour les Européens Terje Hakonson, Jamie Lynn évidemment. Donc, je pense je dirais que le sport ou l'industrie du sport produisait aussi moins d'idoles à la minute à l'époque. Aujourd'hui, il y a toujours des gars comme ça qui tirent, enfin des champions qui tirent un peu le sport. Il y a des gens un peu charismatiques comme ça. Il y a vous, par exemple, vos idoles, c'est quoi? Qui domine la discipline aujourd'hui? Des Américains ou justement des Scandinaves? C'est qui? Sean White, franchement, il est intouchable. Même si en Europe, pas grand monde l'aime. C'est Sean White, c'est la plus grande idole et la plus grande icône du sport aux États-Unis. Hein.
C'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui fait plus de covers de magazines au Rolling Stone et à Esquire que dans les mags de sport. C'est vraiment l'idole même. Donc ça reste un peu les Américains quand même qui restent un peu C'est ça, Bertrand? Non, c'est pas. Je rajouterais qu'il y a quand même les Scandinaves, comme vous dites, là, qui répondent présents et de plus en plus, et puis qui commencent à faire peur aux Américains. Et les Valaisans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont présents? Les Valaisans, ils boivent de la raclette, ils boivent de la bricotine. Mais ils sont pas, ils pratiquent pas forcément de Si, il y en a quelques-uns, bien sûr. Oui, il y a quelques-uns. Tout à fait. Alors, Christophe Barmand, on en est à vous, c'est votre tour, coprésident de Snowsport. C'est une nouvelle, on l'a dit, c'est une fusion entre deux clubs de ski, on peut dire, deux associations fêtières. Ouais. Ça s'est passé récemment, c'était en septembre 2013. Juste peut-être nous rafraîchir un petit peu la mémoire, parce que c'est sympa, l'idée de la fusion. Ça se fait pas dans tous les sports, donc là il y a une belle ouverture d'esprit. Bon, disons c'est un peu une Genferaille, On est un canton sans montagne et on avait deux associations fêtières de sport de neige. C'est relativement particulier. Ouais. Une association l'IGES, c'était plutôt tournée formation des moniteurs, puis l'autre association plutôt encadrement des compétiteurs, dont font partie notamment nos amis qui sont sur le plateau. On a décidé au mois de septembre de fusionner. C'est vrai qu'il y avait eu des petites guéguerres, on connaît les guéguerres dans le sport genevois, donc fusionner ça n'a pas été facile, mais on l'a fait au mois de septembre et puis on est très content maintenant. Alors c'est une évidemment association dans laquelle on pratique tous les types de ski, le ski alpin, le ski de fond et justement le freestyle. Quelle place occupe le freestyle dans votre association? Une place importante, Donc bon, le Genève Snowsport est donc une association qui fait du sport de masse, qui essaie de faire en sorte que le ski, les sports de neige ne perdent pas de vitesse, ce qu'ils font un peu malheureusement ces dernières années. On a globalement, en tout cas sur le canton de Genève, un peu moins de skieurs qu'avant. Donc une de nos missions, c'est de promouvoir ça et également de porter des compétiteurs issus des différents clubs. Il y a 22 clubs à Genève, membres de l'association, 3500 skieurs. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher les meilleurs compétiteurs et les entraîneurs en cas de l'association. On peut dire que c'est une discipline quand même qui est par rapport à vous, qui est en progression. Ça intéresse parce que comme c'est fun, c'est assez rigolo justement, c'est quelque chose qui progresse quand même. Évidemment, non, ça marche évidemment très très bien. Alors on a au sein de l'association 3 centres principaux, on a l'alpin évidemment traditionnel, les piquets, on a le ski de fond et puis on a le freestyle. Et c'est vrai que des 3 centres de l'association, c'est le freestyle qui est le plus monté ces dernières années, tant en termes de participation, mais qu'en termes également de résultats, puisqu'on est super fiers d'avoir évidemment les deux champions romans à Genève, comptons de nouveau sans montagne. C'est assez top. Ouais, c'est assez top. Et Darius, aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Vous êtes également entraîneur, donc au sein de cette association. Ça, justement, essayer de transmettre un peu votre passion, transmettre ce que vous avez vécu, c'est important. C'est quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous fait vibrer. Clairement, oui. C'est vraiment de pouvoir faire la continuité aussi. J'étais très heureux qu'Arlette et que Jim soient ici parce que ils étaient, je dirais, c'était le maillon d'avant. Et puis là, de pouvoir aussi transmettre et puis finalement d'apprendre aussi, de découvrir le sport évolue et il évoluera avec ces jeunes là et donc c'est bien de pouvoir le suivre et de le vivre avec eux, donc c'est très important. En termes d'enseignement, peut-être la structure au niveau pratique, si des gens sont intéressés à pratiquer justement ce freestyle, donc plusieurs entraîneurs à disposition. Là, on peut venir chez vous en étant complètement débutant. Ça va du débutant au skieur confirmé. Déjà tout ce qui est, je dirais, découverte et sport de masse, on peut dire, se fait dans les clubs. Et ça, c'est important. Il y a 22 clubs au sein de l'association. Ces 22 clubs doit être fait au sein des clubs. Absolument. Ils ont tous des activités. Certains proposent spécifiquement du freestyle chaque week-end, chaque mercredi pour les plus jeunes. Et c'est là que commence le travail. Je dirais pour commencer à faire quelques tricks dans un snowpark comme le tien, il faut quand même avoir des bases de ski. Donc les entraîner ces bases au sein de clubs avec des moniteurs patentés. On a beaucoup de moniteurs sur le territoire genevois. Et ensuite seulement commencer à tenter les bleus, rouges, noirs. Et donc là vous êtes dans les différents. Parce que peut-être juste comme ça, c'est un peu une question de néophyte. Les snowparks se ressemblent tous. Justement, Snowpark a sa particularité, est conçu complètement différemment, ou bien il n'y a rien qui ressemble plus à un snowpark qu'à un autre, Bertrand? Tout snowpark a un peu ses spécificités, c'est son entrée, sa sortie, ses règles de sécurité, puis ses sauts, ses barres de fer, mais je pense que chaque station, chaque
shaper, personne qui s'occupe de ça, va essayer de sortir du lot, de mettre touche personnelle, parce que on passe des heures à pousser, à mettre en place de la neige, et puis parfois, on aime rajouter un peu plus, quoi. On aime montrer ce qu'on a dans le ventre pour certains, quoi. Et puis non, il y a de la différence quand même. Puis après, il y a aussi surtout les niveaux des budgets, des stations qui veulent mettre du budget.